Monsieur le maire de Montpellier, président de la métropole, monsieur le conseiller départemental, représentant monsieur Miskida, président du conseil départemental, madame Hélène Mandroux, maire adjoint de Montpellier, maire honoraire de Montpellier. Ça, c'est un premier lapsus. Mais il y en aura d'autres, rassurez-vous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous demander d'excuser l'absence de notre présidente, madame Mireille Edas-Lebel, qui est prise malheureusement par des obligations incontournables à Paris. Ensuite, vous dire combien nous sommes ravis de retrouver une jauge à peu près normale dans cette belle salle, après presque 2 ans où nous avons vécu dans la crainte du Covid, où nous avons dû parfois nous transformer en techniciens du son et de l'image pour assurer une diffusion quasi en direct sur les réseaux sociaux. Et je vous assure que parfois on a dû galérer pour y arriver. Nous inaugurons donc ce soir la saison 2021-2022 autour d'un ouvrage, Les Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue, qui a connu un certain retentissement, mais dont nous parlerons plus longuement, bien sûr, avec nos différents intervenants. Saluons déjà le succès éditorial qu'il a rencontré. Je voudrais surtout souligner devant vous la richesse du programme que vous avez dû avoir sous les yeux dans cette magnifique brochure. Nous avons l'habitude de recevoir des universitaires, des personnalités du monde de la culture, des universitaires reconnus pour leur érudition, de leur intelligence, leur sagesse. Cette année, y figurent encore des noms qui sonnent bien à nos oreilles, comme Laurence Exik, qui va nous parler de Stéphane Zweig, Leila Sebar ou Mohamed Ali Amir Moezi, Georges Bensoussan, Thomas Gergely, et même une magnifique soirée musicale qui vous sera proposée le 8 janvier autour du groupe Bécard et des sonorités joyeuses ou déchirantes de la musique klezmer. Nous parlerons aussi de l'Algérie des 3 communautés, de la nouvelle, entre guillemets, judéophobie, de la laïcité. C'est dire combien les questions soulevées plongent dans l'actualité et combien nous souhaitons nous inscrire dans l'identité même de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Lutter contre le fanatisme religieux et la violence aveugle, telles qui se sont manifestées par exemple dans l'assassinat de Samuel Paty, dont nous commémorions l'anniversaire ce week-end. Et comment aussi ne pas souligner la contribution importante de l'Institut à l'organisation du 2e salon du livre des mondes juifs, Montpellier-Occitanie, qui aura lieu dans cette même salle cette année, le samedi 6 novembre, à partir de 18h30, avec la participation de Marek Alter, et dimanche toute la journée, autour non seulement de personnalités comme Colombe Schneck, Valérie Zenati, Paula Jacques, mais aussi de très nombreux auteurs de la région qui vous présenteront leurs œuvres et qui auront ainsi l'occasion de mettre leur travail en valeur. Alors, bien entendu, impossible de parler de l'Institut Maïmonide, Averroès Thomas d'Aquin, sans évoquer ici les mérites exceptionnels de notre directeur, Michael Yankou, qui a construit patiemment, méthodiquement, méticuleusement, amoureusement cette intéressante programmation, qui a conçu et mis au point cette remarquable brochure et qui revêt systématiquement toutes les casquettes que nécessite le fonctionnement de l'Institut. À la fois secrétaire, logisticien, technicien du son et de l'image, rédacteur, correcteur, présentateur, animateur. Une seule tâche échappe à son répertoire. Dès qu'il s'agit de chiffres, tout devient très compliqué. Et à propos de chiffres, permettez-moi de remercier encore la ville de Montpellier, la région Occitanie,
le département de l'Hérault pour le soutien sans faille qu'il nous apporte depuis la création de l'Institut. L'objectif de Georges Frêche et du professeur René Samuel Sirat, à l'origine de l'existence de l'Institut, était entre autres de développer le dialogue entre les religions du livre, de promouvoir l'enseignement de la paix, de contribuer au rayonnement culturel de la ville de Montpellier. Plus de 20 ans après, nous sommes les uns et les autres fidèles à cet esprit. Et je suis sûr que cette nouvelle saison permettra à l'Institut de continuer de rayonner auprès de ces intellectuels, de ces hommes et ces femmes de culture, dans toute notre région et sans doute au-delà. Merci beaucoup à tous. Bien. Monsieur le maire de Montpellier et président de la métropole, cher Michael, madame le maire honoraire, chère Hélène, parce que nous avons travaillé ensemble, alors ça me rappelle plus que des souvenirs. Monsieur le président délégué, cher Charles, en famille presque, cher monsieur Torjvan, cher monsieur Yonkou, monsieur Biscay, mesdames et messieurs, donc je suis ravi de représenter le président Kléber Mesquida en tant que vice-président du conseil départemental de l'Hérault, et surtout d'avoir l'occasion de vous dire à quel point des démarches comme celle de l'Institut Maïmonide sont importantes dans le contexte de la vie sociétale en général. Et quand je venais ici, et ayant lu quelques littératures de votre institution, dont Charles a rappelé les principaux éléments, je pensais, je ne sais pas pourquoi, à un général prussien du début du XIXe siècle, qui s'appelait Klaus von Clausewitz et qui avait théorisé le fait que la guerre, c'est la continuation de la politique au sens large avec d'autres moyens. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre société, beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs publics, pas seulement en politique, dans tous les domaines de la vie sociale, renversent les termes de cette équation et font en sorte finalement que la politique ou le débat public soient les prémices de la guerre avec d'autres moyens. Et je dirais que cette manière finalement très générale, un peu partout dans la démocratie occidentale, mais peut-être particulièrement en France, quelque chose de particulièrement épouvantable, redoutable, et qu'il importe qu'il y ait des clubs, des cénacles, des aréopages, des associations, des instituts comme le vôtre, qui s'emparent des problèmes de la modernité de nos sociétés, et notamment des thématiques qu'a évoquées Charles à l'instant, d'une façon apaisée, d'une façon constructive, d'une façon civilisée, d'une façon démocratique. Et je dirais, pour couronner le tout, en France, d'une manière républicaine. Et dans ce sens, je me retrouve totalement dans la philosophie de votre démarche et dans les programmes que vous venez d'évoquer et les thématiques qui feront partie de votre session à venir. Alors, il se trouve que je compte parmi votre assemblée beaucoup d'amis, que j'ai rencontré un certain nombre de membres éminents de votre Cénacle, c'est le mot que j'employais tout à l'heure, et que j'ai donc eu l'occasion de recevoir et de faire un peu plus que feuilleter ce très bel ouvrage qui a été réalisé avec le quotidien Midi Libre et que les collectivités, les grandes collectivités ont bien évidemment soutenu, villes, métropoles, départements et régions, le fameux alignement des planètes que l'on retrouve au jour d'aujourd'hui et dont nous nous réjouissons tous. Et je dois dire que, bien qu'étant un vieux Montpelliérain, par l'âge, et oui, déjà, et aussi par l'implantation familiale, je me suis aperçu que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais que l'écume des choses sur les apports et la présence juive dans nos communautés, nos collectivités, sur nos territoires, depuis très longtemps, puisque j'ai même remarqué que dans un des écrits, je ne sais pas si c'est dans cette publication, mais dans d'autres que j'ai eu l'occasion de lire à votre diligence, on avait même trouvé des inscriptions hébraïques sur des pierres funéraires datant de l'époque romaine à Béziers. Donc c'est dire l'ancienneté, et puis ensuite toutes les époques, souvent des flux et des reflux dus à des pourchasses ou à des
ou à des combats, des guerres, des épisodes extrêmement chaotiques dont malheureusement la communauté juive a été particulièrement l'objet. Mais c'est vrai que dans nos territoires, dans les villes de l'Hérault, il y a une présence ostensible, visible par tous, que l'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, qui a été divulguée par des documentations, par des recherches, par l'archéologie. Et puis ici à Montpellier, et notamment sous l'impulsion de vous tous, bien sûr, et aussi d'un personnage qui s'appelait Georges Frêche, bien, on a retrouvé, je crois que c'est Alain Jansac, qui était à l'époque architecte de la ville, qui a mis au jour, en tout cas, fait émerger, si je puis dire, c'est paradoxal, le fameux mikvé de la rue de la Barralerie, l'ensemble synagogal, qui aujourd'hui fait notre fierté, est un élément, je dirais, de prestige pour la ville tout entière. Alors je vais conclure, je ne vais pas faire un long discours, mais je veux vous dire qu'étant délégué dans ma collectivité au tourisme et à l'économie, et ayant eu l'occasion de parler de ces choses-là, notamment avec M. Torchban, nous allons réfléchir d'une manière très concrète à la manière d'inclure de façon plus prégnante ces éléments patrimoniaux liés à la présence juive dans nos territoires, au Moyen-Âge en particulier, l'époque médiévale, et de faire en sorte que, soit comme vous me l'avez proposé, sous la forme d'une extension des éléments constitutifs de la journée européenne de la culture et du patrimoine juif, mais je dirais d'une façon plus générale, et comme vous l'avez également suggéré, pour établir une route du patrimoine juif médiéval dans le département de l'Hérault et peut-être aussi dans les collectivités attenantes, nous allons mettre en place un groupe de travail, je reviendrai vers vous dans quelques semaines, pour voir de quelle façon nous pouvons imaginer cela, en liaison avec les offices du tourisme des communes que vous avez principalement fléchées, de mémoire Montpellier, bien sûr, Lunel, bien entendu, Clermont-Lérault, Lodève, Pézenas, Saint-Guilhem-le-Désert. J'ai appris que le seigneur Théodoric Ier, si je me trompe, avait établi un des premiers centres rabbiniques dans la région, ça devait être au 8e siècle, et Béziers. Et de la sorte que nous puissions avoir à la fois un outil d'intéressement pour les populations de nos localités, les populations locales, et en plus ça participera de la recherche de l'extension des flux dans l'année pour que tout ne soit pas concentré au moment de la période estivale, mais aussi d'avoir un élément attractif en termes touristiques, de façon singulière et ou intégré à des offres plus générales auprès de publics extérieurs, français et internationaux. Voilà, donc je voulais finir sur cette note concrète. Nous allons y réfléchir en commun, bien évidemment, un groupe de travail sera mis en place, et j'escompte que nous arrivions assez rapidement à trouver une issue palpable, sonnante et trébuchante, bientôt. Voilà, bonne session, bonne soirée, et merci à tous. Bonsoir mesdames, messieurs, Olivier Biscay. Je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous. On va pendant 1 heure évoquer la place, le rôle, la présence des Juifs en Occitanie, une histoire méconnue, c'est ce que nous disions, c'est ce que nous titrions dans ce magazine sorti il y a quelques mois maintenant, et vous l'avez rappelé, qui a connu un vif succès et qui sera la base de notre conférence de ce soir, mais pas seulement, avec nos 3 invités. Je voudrais démarrer par vous, Michael Delafosse, maire de Montpellier. Pourquoi il était important pour vous d'être là ce soir au lancement de cette saison, au lancement de cette conférence autour des Juifs d'Occitanie? Michael Delafosse. Je vais même vous dire, Monsieur Biscay, bonsoir à tous, je ne boude pas mon plaisir. Parce que, d'abord, c'est une joie de voir les conférences de l'Institut Maïmonide reprendre après cette période si éprouvante. Les conférences de l'Institut Maïmonide, c'est une grande tradition intellectuelle de conférences, de nombreux auteurs qui sont venus, certains ont quitté notre monde comme Elie Wiesel, mais sont venus et leurs paroles de sages résonnent encore. Et il me devait, en tant que maire de la ville, de par ma fonction, et je salue mon amie Hélène Mondroux, être présent ce soir pour dire combien la ville, combien Montpellier est attaché à la fois à l'Institut Maïmonide, à la grande tradition du débat intellectuel, mais j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots. Et puis parce que, puisque nous parlons de Montpellier et de son histoire, nous saluons ce travail remarquable Juifs d'Occitanie, qui nous a, et mon ami Jean-Louis Gély, que je salue,
qui nous a appris. Peut-être pour Michael, Yankou, peu de choses restaient à apprendre. Mais pour nous tous, il fallait vulgariser un certain nombre de connaissances. Et donc, rappeler ici combien et nous l'avons fait lors d'un magnifique colloque lors des 800 ans de la fac de médecine, combien la communauté juive, combien les médecins juifs ont eu un rôle déterminant dans la destinée de la ville. Je vais ici chercher au XIIe siècle l'histoire. Quand nous sommes dans le hall de la faculté de médecine, le nom des premiers médecins, de manière très claire, nous rappelle leurs origines hébraïques. Et combien ils ont joué un rôle. Et là, Michael pourrait brillamment tenir 3 heures de conférence sur, notamment à l'UNEL, dans leur rôle de traducteur et de passeur du savoir arabo-musulman qui, en matière médicale, avait elle-même, la civilisation arabo-musulmane, conservé le savoir grec et romain, en particulier grec, la médecine dite hippocratique. Et se rappeler que dans notre ville, la communauté juive, alors que le royaume de France était frappé de l'intolérance, étant méconnu, mais que jusqu'au XIVe siècle, comme le raconte la directrice des archives municipales, il y avait une présence de la communauté, et ça a été, chère Hélène, un des grands faits quand j'étais ton adjoint à la culture, quand nous avons acquis aux enchères un Mazor, un livre religieux que nous avons dans les archives municipales et qui vient compléter le travail archéologique mené par Alain Jansac sur le mikvé et qui nous montre les modalités du rite, et nous avions pu faire une formidable exposition avec le musée d'histoire du judaïsme qui avait accepté de venir nous accompagner à Montpellier. Tout ça pour dire que ce soir, outre le programme de l'Institut Maïmonide, c'est de rappeler que Montpellier est une ville de tolérance, qui est une ville qui ne peut réussir, ou qui ne peut prospérer, ou qui ne peut être en paix qu'avec elle-même, si elle est attentive à chacun de ses citoyens et de ses citoyennes, quelle que soit leur origine et leur religion. Et plutôt que d'aller chercher querelles et conflits, toujours rappeler avec intelligence et sagesse comment les uns et les autres peuvent contribuer au développement harmonieux de la ville. J'ai pris l'exemple de la médecine, je pourrais en prendre plein, mais en voilà un, le débat intellectuel, grâce à l'Institut Maïmonide. Je vois ici des visages amis, familiers, le professeur Dédéian, toujours très imposant pour moi de le voir, par sa immense dimension intellectuelle, bien sûr, mais voilà, et les curieux qui viennent suivre ici les débats. Et donc, voilà, heureux d'être présent pour lancer cette saison et pour saluer ce travail d'une histoire moins méconnue grâce à vous, Monsieur Biscay. Une nécessité, vous le disiez, de faire vivre le dialogue, la paix, le rayonnement culturel, au travers de ce débat intellectuel, au travers aussi, je ne l'oublie pas, vous le professeur, de l'éducation, de la pédagogie, parce que, on le dit souvent, tout démarre très tôt, et c'est vrai qu'il y a nécessité, alors même que nous rendions hommage à Samuel Paty il y a quelques jours, d'accompagner nos plus jeunes sur ces sujets. Les plus jeunes et les plus aînés. Je vais le dire. Et je prends la citation. Alors, pardonnez-moi, il m'avait écrit un discours, mais je ne le prends pas. J'ai vu le programme. Cette phrase de Maïmonide, cher Michael, l'ignorance est la source de tous les maux. Il faut s'occuper des jeunes. Vous avez raison, monsieur Biscay. Je crois qu'on le fait bien. Je crois qu'on le fait pas si mal que ça. Mais il faut aussi qu'on s'occupe des grands, ou plutôt des adultes, et qu'on travaille à des repères. Et que notre rôle, le vôtre, le mien, chacun dans nos fonctions respectives, et de cette assemblée, c'est de défendre une idée, l'idée de la culture, l'idée que les choses ne sont pas résumables en un tweet, qu'une pensée a besoin d'être argumentée, qu'il faut retrouver du temps pour lire, il faut des programmateurs pour éditorialiser, pour nous inviter à nous questionner. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période un peu complexe, de grande confusion, inquiétante à beaucoup d'égards. Pour moi, le point le plus inquiétant, c'est que tout se vaut. Tout le monde peut être journaliste.
Tout le monde pourrait faire maire, ça c'est vrai. Tout le monde peut être élu, c'est le principe. Mais quand même, on ne sort pas de nulle part. Voilà. Tout le monde pourrait avoir raison dans l'espace public. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Et moi, je crois que c'est important qu'il y ait des temps, des choix où on expose une pensée, on argumente une pensée. Et ça, les enfants, eux, le saisissent bien, même s'il faut conforter l'autorité des enseignants pour bien rappeler cela. Mais nous avons aussi une responsabilité. Moi, je suis attaché à ce qu'à Montpellier, il y ait de la controverse intellectuelle, il y ait des esthétiques artistiques différentes présentées, que la science soit défendue. Parce que nous sommes dans un temps, au vent, pas très agréable de ce point de vue. Et qui ensuite nourrissent quoi? La haine, le rejet de l'autre, par la méconnaissance, par l'ignorance. Et là, il y en a qui nous attendent au tournant. Les obscurantistes, les fanatistes, les belliqueux, ceux qui prospèrent avec comme engrais le simplisme. Voilà. Et donc, je nous le dis, les jeunes bien sûr, mais collectivement, participer, je ne sais pas si le terme de réarmement par la culture est le bon, mais en tout cas, ne pas céder. Ne pas céder. De la même manière, ne pas céder, permettez-moi cette insiste très personnelle comme action dans ma fonction. Tu as rendu, cher Charles, hommage à Samuel Paty. C'est pour moi une très grande fierté que la République, à Montpellier, ait donné à Samuel Paty une école. Parce que nous n'avons pas cédé. Parce que nous pensons que la mémoire d'un professeur tué par le fanatisme islamique, au fond, c'est une école, parce que c'est un professeur. Et que c'est ça qui fera réfléchir les élèves. Voilà, ne pas céder. Ne pas céder à la controverse intellectuelle, ne pas céder à l'exigence artistique, ne pas céder dans votre plume, ne pas céder au temps politique qui est celui de l'argumentation. Parce que sinon, eh bien, des gens qui vous expliquent qu'il ne faut pas se vacciner parce que vous allez mieux vous porter, ben, ils triomphent. Et ceux-là, ils sont nombreux sur la place de la Comédie. Et collectivement, nous devons quand même nous en inquiéter. Vous avez compris quel était mon parti. Je crois que c'est le vôtre. Un petit mot peut-être sur la programmation. Non, Ah oui. Un petit mot peut-être sur la programmation qui est présentée. Je sais que vous l'avez consultée avant d'arriver à cette conférence, en préparant cette rencontre. Un regard peut-être, quelques mots? Elle est formidable, cette programmation. Elle est formidable, Mickaël, parce qu'elle dit les choses. On va parler de Zweig, qui alertait sur les signaux avant-coureurs des ténèbres qui allaient s'emparer de l'Europe. Elle est formidable. La communication a-t-elle remplacé la politique? Moi, j'aurais mis un grand P. Mais, oui, où est le débat démocratique quand il ne devient qu'un objet de communication? Feu la modernité. Alors ça, c'est Michel Fourcade, grand spécialiste de Jacques Maritain, immense penseur, néo-thomiste, et qui connaît parfaitement Jacques Maritain avec sa thèse absolument remarquable et qui montre comment l'Église catholique doit accepter la modernité et donc ne plus se penser au-dessus de tous, même si sa foi lui apporte, mais regarder le monde et accepter les autres religions, mais aussi ceux qui n'en ont pas. Et donc, voilà pour moi un formidable écho à ce concept de concorde qu'est la laïcité. J'ai vu aussi que vous invitiez quelqu'un que je veux saluer, Georges Bensoussan. Georges Bensoussan qui a écrit un ouvrage dirigé La France soumise, qui a été littéralement lynché médiatiquement parce qu'il avait eu le courage de dire qu'il existait dans un certain nombre de services publics des renoncements, des accommodements, et que petit à petit, c'était la République. Enfin, tout y est dans le programme là. Zweig qui alerte, Maritain qui dit quelle posture au monde pourrait être la modernité? Attention au débat démocratique et à la communication, et une enquête de terrain qui nous appelle à être très lucides sur les situations pour les affronter. Et moi, je trouve que cette programmation, cher Mickaël, je me permets de l'éditorialiser à ma manière, mais
elle nous dit beaucoup de choses du présent et de la posture qui doit être la nôtre. Et donc, voilà pourquoi, pour répondre à la première question, moi je suis très heureux et fier qu'à Montpellier, on puisse ouvrir ce débat intellectuel-là, ces questionnements-là, sans céder à quoi que ce soit. Et inviter chacun eh bien, à féconder sa réflexion pour que chaque citoyen puisse œuvrer dans le champ démocratique. C'est bref, un programme fait de beaucoup d'intelligence. Merci beaucoup. Je vous redonnerai évidemment la parole tout à l'heure. Roger Torgman, je voudrais vous interroger presque en faisant le lien avec ce que disait Michael Delafosse à l'instant. Faire réfléchir, alerter, ce sont finalement les deux objectifs que vous aviez, entre autres, en lançant cette idée, parce que c'est la vôtre, de ce magazine Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue. Tout à fait. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer le public chaleureux. Je reconnais certains visages amis. Resaluer la présence de M. Michael Delafosse, dont je n'oublie pas que vous êtes aussi professeur d'histoire géo. Donc, je suis entouré de deux éminents historiens. Donc, je vais veiller à ce que je vais dire. Donc effectivement, et puis je voudrais aussi, Monsieur Gély, remercier vos mots, votre intervention, et je prends note de la mise en action que vous avez évoquée par rapport à nos échanges. Je suis très heureux que l'on puisse un jour imaginer qu'il y ait effectivement une route du judaïsme médiéval en Occitanie. Donc, merci d'avoir été si attentif à ces échanges. Je voudrais encore saluer quelques personnes qui ne sont pas là ce soir. Madame Sophie Béjean, rectrice de l'Académie, Madame Françoise Laurent Périgot, président du conseil départemental du Gard, Monsieur Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers, et Monsieur Christophe Ramon, président du conseil départemental du Tarn, qui pris par des engagements extérieurs, nous ont prié d'excuser leur absence. Voilà. Mais cela illustre le fait, effectivement, que cette publication a rencontré un vaste écho sur l'ensemble de la région Occitanie. On y reviendra tout à l'heure, évidemment. Voilà. Alors maintenant, j'en viens... Vos objectifs. Voilà, j'en viens à votre question. Donc, effectivement, quand j'ai lancé cette idée, j'avais en tête deux objectifs majeurs. Un objectif de vulgarisation. Comme ça a été dit, effectivement, j'ai fait le constat, comme un certain nombre d'entre nous, que cette histoire très riche, qui avait marqué de son empreinte à la fois des lieux, à la fois une pensée philosophique religieuse, restait méconnue. Et donc j'ai pensé un petit peu à l'injonction d'Elie Wiesel qui disait vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc je me sentais un petit peu avec une obligation morale. Et deuxième objectif majeur, bon, ça s'est inscrit effectivement dans le vaste plan qu'avait lancé Carole Delga de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc un vaste plan qui porte sur la période de 2020-2023, un plan très ambitieux avec beaucoup d'initiatives. Et je me disais que cette publication pouvait apporter sa contribution, si modeste soit-elle, à ce combat de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce combat, vous l'avez porté vis-à-vis du grand public, au travers de cette publication, évidemment, mais vis-à-vis aussi des publics les plus jeunes. Là aussi, le lien avec ce que vous disiez, Michael Delafosse, parce que vous vous êtes mobilisé pour que ce magazine Midi Libre soit diffusé dans les collèges et les lycées. Alors, effectivement, donc, objectif de vulgarisation. Donc, le magazine a été lancé en novembre 2020. Je veux aussi ici saluer ce partenariat extrêmement original avec Midi Libre. Je le dis, c'est pas parce qu'Olivier Biscay est présent, mais sans ce partenariat, sans Midi Libre, bien évidemment, cet objectif de vulgarisation n'aurait jamais été atteint. Alors, effectivement, concernant le public des jeunes, au mois d'avril, on a fait un point d'étape par rapport à ces différents objectifs. Concernant l'objectif de vulgarisation, l'objectif était effectivement en bonne voie, compte tenu de la diffusion. Pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais le hors-série a été édité à 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires, c'est considérable. Et aujourd'hui, donc, on a décidé, en partenariat avec Midi Libre, de procéder à un retirage de 5 000 exemplaires supplémentaires. Voilà, c'est vous dire la diffusion. Merci.
Et quand on a fait ce point d'étape, on a dit l'objectif de vulgarisation était en bonne voie. Par contre, s'agissant des jeunes, je me disais, il conviendrait d'envisager un plan tout à fait particulier à destination des jeunes. Et donc, partant de cette réflexion, parmi le public des jeunes, je me suis dit qu'il fallait viser la communauté éducative. Et donc, j'ai pris l'initiative, effectivement, de proposer à Carole Delga pour la région et à l'ensemble des 13 présidents et présidentes de conseils départementaux de la région Occitanie de diffuser cette publication dans tous les lycées et dans tous les collèges de la région afin que cette publication serve d'outil pédagogique et de sensibilisation à ce combat. Voilà. Et je voudrais rajouter également qu'on a travaillé en partenariat avec le rectorat. C'est pour ça que je suis très heureux de citer Sophie Béjean. Au sein du rectorat, il y a un pôle valeurs qui travaille sur ces sujets. Et donc, ce pôle valeurs a fait un formidable travail pour sensibiliser l'ensemble des professeurs d'histoire-géographie et d'éducation civique et morale à cette publication. De telle sorte que quand effectivement il va arriver dans les établissements, cette publication va être accompagnée par l'ensemble des professeurs directement concernés par ces programmes. Voilà. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer Olivier Place, qui est le directeur général adjoint de Midi Libre, avec qui vous avez souvent échangé pour que ce magazine soit aussi dans les kiosques et puisse vivre tout au long de cette année. Vous parliez du rectorat, vous parliez des échanges, vous parliez des soutiens divers et variés. Rien ne change immédiatement, évidemment, dans l'esprit de chacun. Cependant, est-ce que vous avez noté des réactions, des évolutions, des messages positifs autour de ces sujets? En tous les cas, ce que j'ai observé, à la lumière de ce témoignage, c'est que cette publication. Alors, je pense qu'il y a un élément favorable à ce développement, c'est encore une fois ce plan qui a été lancé de lutte contre l'antisémitisme, qui a créé sans conteste un climat favorable à l'adhésion de cette publication. Cela étant dit, effectivement, après, c'est un travail ça se fait pas tout seul, c'est un travail de persuasion, de conviction, de sensibilisation, mais j'ai observé que finalement, dans l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des départements, il y avait cette prise de conscience d'être actif, de faire quelque chose, voilà, de ne pas être simplement spectateur, de ne pas être simplement dans l'incantation, mais je pense que les différents responsables politiques ont considéré que c'était un élément qui permettait de passer à l'action. Qui sont saisis cette opportunité. Et donc, donc je ne peux que m'en réjouir. Et aujourd'hui, observer que cette publication va être un support de sensibilisation dans l'ensemble des établissements scolaires de l'ensemble de la région Occitanie, on pouvait difficilement, au lancement de ce projet, rêver d'une meilleure destinée. Michael Delafosse, on l'entendait avec Roger Torchman, il y a en effet ce plan valeur porté par le rectorat, mais il y a aussi des initiatives que vous portez, vous, au cœur de la ville, de la métropole, la charte de la laïcité, dans les écoles. Enfin, ce sont des sujets qui permettent de sensibiliser les enfants comme les parents. Oui, qui permettent de sensibiliser les parents comme les enfants. Vous êtes sceptique? Non, je ne suis pas sceptique. C'est comme vous faites référence. En fait, moi, quand je suis devenu maire, j'ai estimé qu'il y avait des sujets, et ici beaucoup de gens le savent, qu'on devait réaffirmer et des combats que nous devions porter. J'ai trop vu, nous avons trop subi des attitudes en disant « c'est trop compliqué » ou « ça va passer ». Moi, j'appelle ça les renoncements, les accommodements. Et donc, nous devons, et si le travail de culture est nécessaire, enfin, nous avons quand même assisté à des regains de l'antisémitisme. Avec Hélène, nous étions la première ville de France à dire que Dieudonné n'était plus un artiste, mais quand l'autre, excusez-moi, ça me rend dingue, il était déguisé en costume de déporté dans les camps de la mort, et qu'il y a Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen qui sont au spectacle et qu'il est avec Forisson, nous on a dit avec Hélène, là, c'est votre conscience, on ne vous censure pas, on vous demande juste si vous allez continuer à programmer
quelqu'un, il y a mon ami Montanari qui est là. Si demain un artiste se comporte comme ça, il va me dire, t'es plus un artiste là, fais autre chose. Tu fais de la politique, tu l'as fait dans ça, mais tu n'utilises pas un lieu où on fait de l'art. Jean-Paul, je parle sous ton contrôle. Mais on vit ça. Et on a vécu des événements dans notre pays. Ce qui s'est passé en 2012 à Toulouse. Le fait qu'on ait trouvé des gens pour défendre Mohamed Merah. Le fait qu'il y ait des gens qui, de manière impunément, n'aient pu dire, excusez-moi, moi ça me rend dingue ça, qui aient pu dire on n'est pas Charlie, alors que, purée, mais waouh, il y a des morts. Que l'année dernière, quand on était au rassemblement sur Samuel Paty, il y a des gens qui aient trouvé la force de dire pas d'amalgame. Mais ça va de soi. Parce que dans notre pays de droit, on combat les gens qui commettent des délits et on ne regarde pas les gens en fonction de leur religion ou de leur couleur de peau. Mais on peut au moins dire ça suffit de baisser les yeux et de laisser faire. Et donc moi, quand je suis devenu maire, j'ai fait ce que je faisais avant, et maintenant c'est Jean-Louis qui s'en occupe. Au département, on met plein d'argent pour aider les profs avec des actions éducatives territoriales. On lance des concours. Il y a plein de partenaires ici, je veux les en remercier, pour éduquer, mais on affirme. Et quand je dis à toute association qui reçoit de l'argent public, vous signez une charte de la laïcité, je dis juste, c'est la France, c'est la République. Et donc on ne peut pas... Si vous me demandiez de louer cette salle et qu'il n'y ait que des hommes et qu'il y aurait des gens qui seraient de non-confession juive qui n'auraient pas le droit d'entrer, je dis il y a un problème. Je dis juste stop, parce que j'ai vu, moi de mes yeux vus, vous le savez mieux que personne, Monsieur Biscay, j'ai fait une campagne électorale, j'ai rencontré des gens, j'ai entendu des choses, et il me semblait important que dans cette ville qui est Montpellier, qui justement dans cette voûte, avec l'histoire qui est la nôtre, on réaffirme nos principes dans la clarté. Et la laïcité, c'est un principe de concorde. Ce n'est pas un glaive contre les autres. C'est ce qui nous permet d'être ensemble dans nos différences, dans le fait de croire ou de ne pas croire. Et donc, je l'ai posé comme acte, tout comme on a posé d'autres actes. On a fait fermer des salles qui étaient municipales qui étaient devenues des lieux de culte. Et alors moi, on me dit, mais attends, tu vas mettre le feu au quartier. Ah bon, la République, elle met le feu au quartier quand elle fait respecter la règle? Ah non. Elle se porte mieux, la République, quand elle fait respecter la règle. Et quand Roger est venu me voir, m'a dit « Mais nous, on a besoin de toi sur ce sujet », moi j'ai dit « Il n'y a pas de problème ». Tout comme quand, parfois, j'ai aperçu, plein d'amis, mais quand on me dit « BDS, c'est pas possible », moi j'ai mes liens avec le préfet, je lui dis « Je demande à ce que l'autorité publique s'exprime, parce que là, on n'est plus dans une manif qui peut avoir lieu une fois. Là, on est clairement dans une volonté délibérée de faire que l'espace public n'est pas l'espace de tous, c'est-à-dire l'espace du commun, qu'on soit citoyen de confession juive ou pas de confession juive. Il y a des gamins qui se baladent, on n'a pas appelé à la mort des juifs. Et je porte ça. Je porte ça. Moi, on fait des trucs, l'éducation, les CDI, les profs, Pas de problème. Mais je le dis aussi, les responsables publics, ils doivent reprendre fermement la parole. Fermement la parole. Il y a un moment, je le dis, parce que c'est nos lâchetés qui font ça. Ce sont nos silences qui font ça. Et on peut dire les choses. C'est pas grave de les dire, de les poser. Et vous verrez que il y a plein de gens qui vont revenir à la raison. Voilà, parce que parfois ils sont agités par des abrutis. Et on ne visera que l'extrême minorité dont on sait qu'elle est dangereuse. Mais moi, je crois que si à un moment, les élus de la République, nous le faisons, après l'assassinat scandaleux de Myriel Knoll, nous étions ensemble. Mais si dans nos actes du quotidien, nous n'avons pas la vigilance de tous les instants, alors nous n'aurons pas compris. Moi, j'ai deux leçons. Outre un attachement viscéral au principe de la Révolution française, j'ai deux leçons de l'histoire. J'en ai une, elle va parler ici. C'est ce qu'on pouvait dire quand cette phrase était narrée dans toute l'Europe, « heureux comme un juif en France » au XIXe siècle. C'est ça mon cap quand je suis maire, « heureux comme un juif à Montpellier ». Mais c'est aussi de me dire, moi, qui suis au XXIe siècle, qui ai 44 ans et qui ai l'immense honneur d'être le maire de la 7e ville de France,
d'une ville qui a été marquée, chère Hélène, par l'intolérance religieuse. Quand ici, on massacrait les protestants parce qu'ils étaient protestants. Le jour où on a fait ça, à cause du fanatisme, la ville, elle a décliné. Et de cette histoire-là, pardon de partir là dans les temps modernes, Voltaire en a tiré une idée, un article remarquable, fanatisme dans le dictionnaire philosophique, où à l'époque il pointait le fanatisme catholique, qui était mortel. Il avait en mémoire la Saint-Barthélemy. Mais aujourd'hui, mon pays, notre pays, il est confronté au défi du fanatisme islamique. Et si nous ne le relevons pas, ce défi, si on continue à faire les autruches, mais on va donner des brèches immenses. Alors aujourd'hui, bravo à Marseille, des enseignants mis en cause. Eh bien, ils ont trouvé le soutien de leur hiérarchie. Ça veut donc dire que les choses changent. Thierry Duclerc, que vous avez salué du pôle Valeurs, les choses changent. Et nous devons procéder à cette réaffirmation de nos valeurs dans la clarté. Et je le dis, c'est pas du racisme, c'est pas de l'outrance que de dire la République, toute la République, rien que la République. Mais la République, ça n'est pas une incantation, c'est de l'action. Donc c'est aider des projets comme ceux-ci, c'est soutenir des manifestations, mais c'est être aussi au clair sur nos principes. Au clair. L'antisémitisme en France, c'est la honte. C'est lui qui l'écrit, ce que c'était que les Justes de France, qui racontent comment Camille Ernst, je le dis, comment on peut, Monsieur Biscay, enfin vous l'avez bien traité, mais comment on peut laisser Zemmour parler autant et remettre en cause l'héritage mémoriel du président Chirac et expliquer que Pétain, mais non, mais... Enfin, il y a eu Paxton. Et ça, c'est nos lâchetés, nos silences. Et donc, si nous nous taisons, si nous laissons le micro ouvert et si nous taisons, mais c'est parti. Parce que c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est le confusionnisme. Les gens pensent que tout est dans tout. Parce que c'est dit à la télé, c'est vrai. Donc, il faut se travailler intellectuellement, travailler sur la fermeté de nos repères, nos prises de parole, et évidemment, investir dans l'éducation. Et quand on investit dans l'éducation, il y a un truc qui nous rassure. C'est que dès que vous faites un projet avec des enfants, ils sont meilleurs que tout le monde. Allez dans le hall de la mairie, collège des Garrigues, REP+, tous les stéréotypes, collège de banlieue, tout ça là, tout y est. Ils ont fait un truc, levons notre étendard à la mémoire de Samuel Paty. Ils ont écrit « Je suis Charlie ». L'antisémitisme jamais. La France, un beau pays. Ils ont parlé d'Olympe de Gouges. Et ils ont 14 ans. Et ils ont tous les prénoms de France. Ben ça, c'est un avenir prometteur. Et là, on a mis des sous. Et là, on y arrive. Et il y a eu des profs qui ont trouvé ce journal, ce magazine dans les CDI. Ça les a aidés à travailler. Mais moi, je le dis, excusez-moi d'être un peu vif, Monsieur Biscay, mais si, à un moment, on n'est pas au clair sur ces sujets, on ne parle haut, pas haut et fort, eh bien, c'est dans les clairs-obscurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Zweig que les ténèbres jaillissent. Voilà, la République est une clarté pour tous les citoyens de France, quelle que soit leur religion, leurs origines, avec des principes fondamentaux. Eh bien, il faut défendre la République dans toute sa clarté. Merci pour votre message. Message que je partage à 100%, Mickaël Delafosse. Mickaël Yankou, on a parlé d'éducation, parlons d'histoire. Ce magazine, Roger Torgman en a rappelé l'origine, si je puis dire, les origines, mais vous avez été évidemment le fil conducteur de ce magazine en nous racontant une histoire méconnue. Alors, peut-être pour toutes les personnes qui ne sauraient pas complètement l'histoire, et on va prendre là ce quart d'heure d'histoire, si vous le voulez bien, on va nous répondre à quelques questions. Pourquoi c'était une histoire méconnue, l'histoire des Juifs en Occitanie? C'était une histoire méconnue, et pourtant elle remonte à des temps immémoriaux. Il n'y a pas de France sans Juifs. On pourrait dire, pour vous faire sourire, nos ancêtres les Hébreux. Les Juifs sont consubstantiels de l'histoire de France. Et c'est pour ça que Éric Zemmour a tort en voulant réécrire l'histoire. Et d'ailleurs, on avait failli l'inviter avec Guy Zemmour il y a une vingtaine d'années. Heureusement que nous ne l'avons pas fait. Parce que moi qui ai fait une thèse sur Vichy, l'entendre énoncer des âneries, c'est époustouflant. Mais heureusement, Laurent Joly, effectivement, lui a répondu point par point. C'est le spécialiste de l'histoire du régime de l'État français de Vichy. Je ferme la parenthèse.
Alors c'est une histoire qui remonte à des temps immémoriaux. Dès qu'on a retrouvé la lampe à huile au plan d'Orgon dans le comte Avenessin dans les années 60, on a vérifié surtout que les Juifs étaient là depuis toujours, depuis le 1er siècle de notre ère, qui est un siècle crucial. C'est la chute de l'Israël antique, c'est le siècle de Jésus. Et effectivement, nous pouvons affirmer que les Juifs sont là depuis toujours. Pour le Languedoc-Roussillon, c'est la pierre tombale de Narbonne du 7e siècle qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragoruste. C'est un texte à épigraphie latine qui se clôture par 3 mots hébreux, Shalom à l'Israël, paix sur le peuple juif. Charlemagne en personne atteste d'une royauté juive à Narbonne. Pour Montpellier, on sait qu'ils sont vraisemblablement là dès la fondation de la ville, bien qu'aucun document ne permette de l'affirmer, mais on sait que Montpellier, carrefour civilisationnel, terre de passage et de brassage, a dû avoir des représentants de la loi mosaïque aux alentours, à Lunel, la légende veut même qu'ils aient fondé la ville de la Lune, à Vauvert, l'ancienne Posquière, à Béziers, à Narbonne, et ils ont contribué effectivement à faire ce que Montpellier est. C'est parce que si Montpellier est ce qu'elle est, c'est pas seulement grâce à Georges Frêche et effectivement à Hélène Mandroux, à Michael Delafosse, c'est aussi parce qu'il y a eu effectivement... Pas mal, la transition est excellente, vous êtes bien rattrapé. Allez-y. C'est parce qu'il y a effectivement eu des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Michael rappelait à juste titre le fait que Montpellier était une ville tolérante, une ville d'accueil, une ville de bienveillance. C'est l'édit de Guillaume VIII de 1181 qui l'affirme, quiconque, d'où qu'il vienne, puisse enseigner la physique, c'est-à-dire la médecine à Montpellier. Montpellier a été tolérante. Montpellier a accueilli des cénacles de savants, pour reprendre le terme de Jean-Louis Gély, des cénacles de savants arabisants, hellénisants, latinisants, hébraïsants, et elle ne l'a pas regretté. Parce que ce sont ces rencontres autour du savoir qui ont fait ce que Montpellier est aujourd'hui. Alors cette grande histoire était méconnue. Pourquoi était-elle méconnue ? Longtemps, on a tué toute origine juive de la France. On se repenche sur les racines judéo-chrétiennes de la France. Qui dit racine chrétienne dit forcément racine juive, puisque le christianisme est religion fille. Longtemps, on a tué toute origine juive, et pourtant, beaucoup de représentants de la mosaïque étaient là, malgré l'absence de juifs entre les expulsions des rois français et la Révolution française. Pour ce qui est de l'archéologie aussi, il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le travail d'historiens américains, évidemment dans les années 60, les accords Vatican II, le Concile Nostra Aetate, pour passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime grâce à Jean XXIII et l'historien Jules Isaac, pour avoir une autre vision du peuple juif. Et donc on s'est rendu compte que effectivement, ici il y avait une rue des Juifs, là il y avait un vestige synagogal, là une arche qui laisse à penser qu'elle a pu abriter les rouleaux thoraïques, ici un mikvé. Et d'ailleurs, Georges Frêche a été l'un des premiers à enclencher un processus pour peut-être plus rien trouver. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles cette histoire était méconnue. On a longtemps tué toute origine juive en France. L'antisémitisme était un sport national jusqu'à la Shoah et aux accords Vatican II. Et Paul Salmona, directeur du MAGE, a pu d'ailleurs parler de tâche aveugle. Aujourd'hui, on a une vision tout autre. 2 colloques au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, pour l'archéologie, ont voulu montrer que la France était enjuivée dans le bon sens du terme. 10% de la population à Montpellier était juive au Moyen-Âge, 20% à Lunel, 20% à Rouen. Et que cette histoire, en tout cas pour ce qui est de l'Occitanie, était liée au savoir. C'était pas seulement il y avait des juifs et alors, c'était lié à la transmission du savoir. Les juifs ont été des passeurs de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale, de par leur statut, de par leur métier, de par leur pérégrination, de par cette gymnastique intellectuelle, l'étude. Dès 3 ans, un garçon juif sait lire et écrire. Toutes ces raisons ont fait que les Juifs ont souvent été dépositaires d'un savoir et ils l'ont transmis. Ils ont ensemencé les régions qu'ils ont rencontrées et le Languedoc, l'Occitanie, a été l'une de ces régions euroméditerranéennes les plus bénéficiaires de ce savoir. Dépositaire d'un savoir qui s'est illustré, on l'a dit tout à l'heure, dans la médecine, à l'université, dans bien des domaines. Bien sûr. À Montpellier, si l'on ne devait retenir que 2 choses, et je le dis sous le contrôle du docteur Hélène Mandroux,
et professeur d'histoire Michael Delafosse, ça serait sans nul doute la faculté de médecine. Comme en atteste sur le fronton la liste des premiers Montpelliérains, dont bon nombre sont juifs, Shem Tov Ben Isra, Ricard Senior, Meshulam, jusqu'au dernier du lignage Thibon, Jacob Ibn Makir Ibn Thibon, c'est son patronyme arabe, Jacob Ben Makir Ben Thibon, Thibon en arabe veut dire la paille. Les juifs n'ont pas de nom. Un tel fils d'un tel, Salomon Ben Yitzhak, Shlomo Ben Yitzhak, Salomon fils d'Isaac, Sarah bat Rivka, Sarah fille de Rebecca. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent eu des noms de famille par rapport à leur métier, par rapport à leur origine. Monsieur Einstein, son ancêtre, devait en Allemagne travailler la pierre. Monsieur Carcassonne devait venir de la ville de Carcassonne, dont on traite dans le hors-série Midi Libre juif d'Occitanie. Et donc effectivement, les juifs ont joué un rôle prééminent en matière médicale, en matière philologique. Un exemple, le dernier du lignage Thibon, justement, Jacob Ibn Makir Ibn Thibon, plus connu dans les rues montpelliéraines médiévales sous le nom de Don Profiat ou Profatius Iudeus, a traduit des œuvres monumentales, incontournables, essentielles de l'arabe et de l'hébreu à l'occitan, et par le truchement de la langue vernaculaire. Son collègue et confrère Armand Goblaise, neveu d'Arnaud de Villeneuve, les a traduits au latin. Ainsi, donc, par le truchement de la langue vernaculaire, on a des œuvres de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui sont passées au latin. L'arabe était la langue du savoir au Moyen-Âge. Et donc, ici, il y a eu une effervescence intellectuelle, une interpénétration culturelle et religieuse entre les frères aînés monothéistes. Et c'est pour ça qu'on a pu dire Montpellier, la petite Cordoue, des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Et Montpellier, de par sa politique, a grandement favorisé ces échanges féconds. Alors, il y a l'apogée, il y a aussi les temps difficiles pour les Juifs en Occitanie. Vous pourriez aussi... Comment ça a basculé, comment ça s'est traduit ? Montpellier, qui a connu pourtant un siècle aragonais mallorquin, 1200-1348, il y a l'expulsion des Juifs du Royaume de France. Le XIVe siècle est un siècle de tergiversation des monarques français, qui est rythmé par des expulsions et des rappels. La première, 1306, nous sommes pourtant dans une période aragonaise et mallorquine. Les Juifs vont devoir prendre le chemin de l'exil. Oui. Et en 1306, ils vont essentiellement en Espagne, où là, ils seront expulsés en 1492 d'Espagne, Portugal, 1497. Ils vont revenir en 1322. Ils vont repartir dans les années 1340, on va les rappeler dans les années 1360. Là, ils n'habiteront plus le fief dit de la Barallerie, puis des Esquilles, Ratte, Castelmeton, Figuier et Vieille Intendance, mais la rue de la Juiverie. Et oui, il y avait une rue de la Juiverie à Montpellier, entre la Canourgue et la rue de l'Université, qui s'appelle aujourd'hui la rue de la Vieille Intendance. Là, ils auront un sursis de 30 ans, et ils s'exileront dans le comte Avenessin, où là, ils rédigeront un Marzor, un recueil liturgique hébraïque qui, grâce à la lucidité de la ville de Montpellier, et en premier lieu Hélène Mandrou et Michael Delafosse, alors adjoint à la culture, ont pu acquérir ce trésor. Car Montpellier est récompensé, c'est un clin d'œil à l'histoire. Montpellier a une histoire glorieuse, les Juifs ont un apport à la science du judaïsme indéniable, aux sciences exactes, eh bien ils ont été récompensés. Georges Frêche a découvert le mikvé avec Alain Jansac et Carole Yancou. Et grâce à Michael Delafosse et Hélène Mandrou, nous avons un autre vestige, non point lapidaire, mais livresque, et qui est une fierté pour la ville de Montpellier. Et donc, effectivement, Montpellier est richement doté, Montpellier est richement gâté. Alors, on parle beaucoup de Montpellier, c'est normal, on est à Montpellier, mais parlez-nous des autres villes quand même, du département de l'Hérault, si vous ne m'en voulez pas, et du Gard, parce qu'on parle de Nîmes, on parle d'autres villes du département et de la région, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans ce magazine, Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue. Effectivement. Alors Montpellier est la capitale, mais Lunel était une ville au moins aussi importante que Montpellier, voire plus. La légende veut même que les Juifs aient édifié une nouvelle Jéricho. Jéricho, la ville de la lune, Yaréar. Ça, c'est l'ordre de la légende. Mais au XIIe, on a effectivement une arrivée de Juifs andalous qui préfèrent le versant occidental, comme la famille Maïmonide choisit le versant occidental. Ils sont très intellectualisés. Le rabbin de la communauté Meshulam les sollicite et on a la traduction de l'Opus Magnum, l'ouvrage phare de Maïmonide, le Moreh Nevuchim en hébreu, le Dalalat al-Harin en arabe, le Guide des perplexes, Guide des égarés, qui entendait concilier l'inconciliable pour l'époque, les raisons du cœur et de l'intelligence, Athènes et Jérusalem. Et 26 ans après, il y aura des controverses autour,
au sein du judaïsme, doit-on comprendre la loi mosaïque à la lumière de la Sophia grecque, oui ou non? Donc Lunel, ville de Talmud. Posquière, aujourd'hui Vauvert, ville de Kabbale. Pourquoi cette belle cité gardoise est une ville de Kabbale? Pourquoi le Languedoc est une terre de Kabbale? Oh, pas celle chrétienne de Pic de la Mirandole, pas non plus celle de Madonna, pas non plus le sens galvaudé, faire une cabale contre quelqu'un, le mysticisme juif, la compréhension du monde par le sens caché des mots, par les chiffres. L'Institut, qui a reçu Elie Wiesel il y a une vingtaine d'années, a reçu également un immense intellectuel en la personne de Moshe Idel, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, l'un des plus grands kabbalistes vivants, continuateur de Gershom Scholem, qui a expliqué pourquoi le Languedoc est une terre de Kabbale. Évidemment, les racines sont à rechercher dans l'Israël antique, mais nous sommes au XIIe en Provincia, c'est-à-dire en Provence-Languedoc. Les Juifs voient que le monde chrétien, effectivement, connaît une renaissance dans ces milieux et ne veut point être en reste, et concilie noir sur blanc des traditions fort anciennes. Ainsi, de l'Académie du rabbin Avraham ben David, du Rabbad, acronyme de Rabbi Avraham ben David, et de son fils Isaac l'Aveugle, nous avons les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité, rédigés noir sur blanc sur parchemin. Vauvert, ville de Kabbale. Lunel, ville de Talmud. Montpellier, ville de médecine et de philologie, mais aussi de commerce. Les Juifs, on leur interdisait de cultiver la terre. Ils avaient les métiers qu'il restait, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans le commerce. Ils avaient le monopole des soieries et des étoffes à Montpellier. Ils étaient aussi bails, officiers de justice. Bref, ils ont joué un rôle prééminent que l'on vérifie dans la pierre, notamment. Alors évidemment, ce magazine est extrêmement riche de témoignages, d'histoires, de cartes aussi, beaucoup d'éléments graphiques, et puis de messages aussi. On a entendu le message de Michael Delafosse, celui de Roger Torchman, peut-être le vôtre dans ce magazine, alors qui peut-être vient embrasser les deux messages, mais vous en avez peut-être un particulier, alerter, on l'a dit, réfléchir, sensibiliser, peut-être éclairer sur la véritable histoire. Oui, effectivement. Aujourd'hui, quand on parle des Juifs, on les voit souvent sous deux prismes, Israël et la Shoah. Or là, on a une autre histoire, une histoire nationale, une histoire régionale, une histoire locale. Ces vestiges, ces écrits sont une fierté non seulement pour le peuple juif, mais sont une fierté pour la ville, pour la région, pour la France. Et c'est un magnifique message de tolérance, d'altruisme, de bienveillance. Montpellier a été accueillante, Montpellier a été récompensée. Certes, pas d'histoire apologétique, pas de lecture apologétique des faits. Il y a eu des temps obscurs, des temps de crispation. À Montpellier, 2 plaintes chez les consuls de mer, où l'on se plaint tantôt de l'insalubrité des lieux, tantôt de la flamboyance de la synagogue. La politique antisémite de l'État français de Vichy s'est exercée de manière forte à Montpellier, mais aussi des messages d'espoir qu'il faut toujours rappeler. Je crois que c'était sous le mandat d'Hélène Mandrou, il y a eu l'inauguration du square Camille Ernst. Nous avons ici eu des justes parmi les nations. Nombreux, ils ont été à la préfecture, dans les milieux chrétiens, catholiques et protestants, libres penseurs. Bref, il y a eu non seulement une effervescence intellectuelle au Moyen-Âge, mais il y a eu aussi, pour l'époque contemporaine, de la tolérance, de la bienveillance. Et à Montpellier, un peu plus qu'ailleurs. Comment l'expliquer ? Il y a des différentes explications que l'on pourra avancer, on n'a pas le temps ce soir, mais effectivement, cette région a une histoire qui est riche, qui est faite de rencontres réussies entre les différents tenants du trident abrahamique, et c'est ce que nous avons souhaité divulguer au plus grand public, au plus large public. Alors tout à l'heure, Michael Yankou et Roger Torchman, vous dédicacerez ce magazine pour toutes les personnes qui seront nombreuses, je le sais, à en faire l'acquisition. Je vous propose qu'avant cela, je le vends bien quand même, hein, vous voyez un petit peu, hein, bon, on en est en effet fiers aussi, je voulais vous le dire Roger, d'avoir participé à cette entreprise à vos côtés, à la fois pour le titre et à la fois pour la région. Je vous propose qu'on prenne 2-3 questions, peut-être à Michael Yankou, Roger Torchman et à Michael Delafosse, dont je sais l'emploi du temps très chargé, et vous allez nous quitter dans quelques minutes. Qui a des questions ? Alors je vous propose de venir à vous pour les questions à la fois sanitaires et d'organisation, mais pour qu'on puisse vous entendre, puisque comme c'est filmé, monsieur, c'est bien qu'on vous entende. Allez-y. Je tiens le micro. 2 points soulève. Je peux soulever 2 points. Le premier, dire que les Juifs sont là depuis longtemps.
il faudrait apporter une précision et une datation. Le deuxième point, c'est que notre maire a parlé beaucoup d'antisémitisme. Je suis de confession israélite, mais je tiens à dire que ce qu'on appelle le peuple élu, sa mission, c'est d'aller au-delà de l'antisémitisme et de lutter contre le racisme en général. C'est sa mission. Et monsieur Delafosse, je ne sais pas si vous me reconnaissez, j'étais le 19 mars 1962, je vous ai interpellé, et... Non, commémoration, excusez-moi. J'étais commémoration, et chaque année... Je me souviens très bien de vous. Et voilà, et je soulevais le problème de nos amis les harkis, qui ont été vraiment abandonnés, hein, et des massacres qui ont eu lieu. Et ça, je suis de confession israélite, mais en tant que pied noir et être humain, je dois soulever ce problème. Merci beaucoup, monsieur. Qui veut répondre, peut-être? Allez-y, Michael Yancro. Michael, mais juste concernant la datation, la lampe à huile retrouvée au plan d'Orgon permet d'affirmer que les Juifs sont au moins présents dans l'Hexagone depuis le 1er siècle de notre ère. Là, vous avez des Romains, vous avez des Juifs. Et oui, dans leurs valises, ils ont colonisé l'Israël antique, ils ont ramené pas mal de représentants de la loi mosaïque, avec deux courants qui vont se développer, le judaïsme synagogal et les Juifs de Jésus qui deviendra le christianisme. Et vous avez l'une des légions romaines qui était composée d'Hébreux. Donc il y a des Juifs en France depuis le 1er siècle de notre ère, en région également, mais il faut parler avec précision. La première trace d'une présence juive régionale, c'est la pierre tombale de Narbonne du 7e siècle, des années 600. Et je finis par Montpellier. Ils sont là vraisemblablement dès la fondation de la ville, fin 10e en 985, mais le premier document, c'est le testament de Guillaume V de 1121. Deux petits points. D'abord, j'ai évoqué l'antisémitisme parce qu'il faut mesurer qu'il existe et qu'il y a une recrudescence, ou en tout cas qu'il y a des faits antisémites qui nous invitent à nous mobiliser. Mais vous avez parfaitement raison, monsieur, et votre propos vous honore. Il faut combattre l'antisémitisme, le racisme. Moi, j'ai une belle phrase que je donne à qui la veut, de Lamartine, « Je suis de la couleur de celui qu'on persécute ». Et moi, qui suis un homme blanc, hétérosexuel, peu importe ma confession, ce n'est pas le sujet, je dois être le premier à combattre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Parce que c'est le devoir de tout citoyen de la République. Et je crois que c'est très important, mais vraiment, monsieur, le fait que vous le disiez, ça nous rappelle combien, justement d'ailleurs, les Juifs de France se sont retrouvés dans cette idée d'universalité de la République. Et que l'universalité de la République est la meilleure protection pour les individus. Et dès que ça tangue, ça devient dangereux. Pas de relativisme. Enfin, sur la question des harkis, parce qu'effectivement, je me souviens très bien d'une commémoration pour le 19 mars 1962. Je vais vous le dire, je suis très fier des prises de parole actuelles du président de la République sur ce sujet. Elles nous permettent d'avancer. Nous avons là beaucoup de mémoires qui ont été blessées, d'histoires tragiques, celle des harkis en premier lieu, mémoire des rapatriés d'Algérie qui fut une épreuve qui marque des générations, et l'an prochain nous aurons l'occasion collectivement d'en parler, et j'espère de manière intelligente pour nous projeter ensemble dans l'avenir. Mais je crois que les paroles qui ont été prononcées par le chef de l'État s'inscrivent dans les grandes déclarations de mémoire qui honorent les différents présidents de la République sur des questions d'importance. Voilà. Et j'espère très rapidement qu'une loi sera adoptée comme il s'y est engagé. Je voudrais vous dire aussi que nous travaillons pour que cette question des relations entre la France et l'Algérie, ces relations aux mémoires complexes, diverses, puissent trouver à Montpellier un lieu, et j'ai fait ça au président de la République, que si ce projet devait voir, ce serait bien que ce soit à Montpellier comme un espace de dialogue. Et Hélène me rappelle à juste titre que pour ce dialogue, il y a eu le jumelage avec Tlemcen. Voilà, monsieur, ma réponse à votre question, et merci beaucoup.
Merci beaucoup. Une dernière intervention. Alors ici, je viens à vous, comme pour monsieur. Je tiendrai le micro pour les raisons sanitaires. Alors, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. J'avoue que, à mon âge, j'ai été très étonné quand un jour, il y a quelques années, j'ai découvert que dans les synagogues de la France, on pouvait prier pour la France. Ah, je viens. Dans les synagogues, il y a une prière pour la République française qui est très intéressante et qu'il faudrait traduire parce que c'est vraiment, elle en dit long sur l'amour de la France et de la République. Allez, une dernière intervention par ici, monsieur. Je tiens le micro. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Merci à tous les intervenants. J'ai une proposition à faire s'il y a la possibilité. Éventuellement, vous avez parlé des justes parmi des nations. Ici, en Languedoc, est-ce qu'il y a la possibilité de préparer une sorte d'exposition pour éventuellement faire circuler dans les différents lieux, bibliothèques, médiathèques, même des collèges et lycées, comme ça a été fait, et je l'ai su récemment, à Strasbourg, par exemple, qu'ils ont montré en grand le parcours de ces justes, et puis leur bibliographie, etc., leur famille. Voilà, merci. Messieurs, peut-être l'un d'entre vous répond. Michael Delafosse ou Michael Yankou. Allez-y. C'est effectivement une belle idée. Et on peut y travailler, si la ville est d'accord, avec le comité français pour Yad Vashem, que je représente en Languedoc-Roussillon. Il y a déjà une rue Elie Wiesel, pas loin de là où j'habite, une rue des Justes parmi les Nations, une rue Miron-Zlatine. Donc Montpellier a de la mémoire. Il faudrait effectivement faire percevoir aux élèves, au grand public, le nombre important de Justes parmi les Nations qu'il y a en Occitanie. Il est vrai que depuis que le Languedoc-Roussillon s'est rattaché à la Haute-Garonne, je crois qu'on est la région numéro 2 au niveau des Rassidei ou Mothaolam. Donc moi je me tiens à la disposition, si monsieur le maire est d'accord, de la ville de Montpellier, avec l'Institut Yad Vashem de Jérusalem et de Paris, l'antenne de Paris, et évidemment peut-être aussi le mémorial de la Shoah pour organiser ça. Michael Delafosse. Oui, pardon, Roger Tangevin, excusez-moi. Je voudrais juste rebondir effectivement sur la remarque qui a été faite de la prière pour la République. Je voudrais juste effectivement éclairer ce propos, expliciter. Effectivement, dans toutes les synagogues de France, tous les Shabbats et pour toutes les cérémonies liées aux fêtes religieuses, il y a cette fameuse cérémonie pour la République. Je laisserai Michael Delafosse compléter. Effectivement, qui illustre le point de vue que l'on a et en particulier le fait qu'on apprécie grandement de vivre dans la France et cette conception de la laïcité à la française. Voilà. Donc les Juifs sont effectivement croyants, pratiquants, il y en a certains qui le sont pas, mais en tout état de cause, on est attaché viscéralement aux valeurs de la République. Je dis viscéralement, et donc on est très heureux d'avoir cette législation de la laïcité à la française qui permet effectivement de pratiquer pour tous les cultes comme ils le souhaitent, mais en rappelant de façon, je dirais, imprescriptible cet attachement aux valeurs de la République, voilà, et qui est rappelé tous les samedis et tous les jours de fête dans toutes les synagogues de France. Michael Delafosse. Moi, m'est arrivé de représenter l'institution, et c'est vrai que ça me frappait. Moi, c'est le rabbin Isaac Benamou, je veux saluer, qui m'avait expliqué cela. Voilà, c'est une tradition très forte, effectivement. Alors, sur votre proposition, je rebondis immédiatement. D'abord, c'est pour moi l'occasion de saluer, je sais que pour Brigitte Alberne ici présente, c'est quelque chose de fort pour elle, de saluer le souvenir d'Edith Moscovitch qui a été
voilà, qui a joué un rôle clé dans cette mémoire. Et donc, ce que nous allons faire à la mairie de Montpellier, à l'occasion d'un 16 juillet, puisque c'est l'hommage au Juste de France, nous allons, peut-être pas le 16 juillet d'ailleurs, parce qu'il faut que les enfants puissent venir voir pour les raisons que nous partageons, mais montrer qui étaient les Justes à Montpellier. Et c'est une grande fierté pour tous les maires de Montpellier, en tout cas pour Georges Frêche, Hélène Mandroux, mon prédécesseur et moi-même, parce qu'avant c'était peut-être plus compliqué, mais de savoir que le secrétaire général de la préfecture, a été fait juste parmi les nations, Camille Ernst. Quand le secrétaire général de la préfecture de Bordeaux organisait de manière zélée la collaboration. Voilà pour notre ville 2 conceptions qui s'opposent du sens de l'État et du devoir et des principes républicains. Des principes républicains, même si ce n'était plus la République survivait avec l'immense Camille Ernst. C'était un serviteur de l'État, mais les Justes à Montpellier, et Michael connaît cela très bien, étaient des gens comme vous et moi, très humbles, qui sauvaient des gens, qui ont sauvé des familles juives. Aux archives départementales, cher Jean-Louis, il y a des récits incroyables qu'on peut consulter. Donc, OK, on y va, on le fait. Avant, je ferai une chose, je l'ai dit publiquement, nous allons, c'est une période qu'il faut traiter d'un point de vue de sa mémoire, nous ferons une croix de Lorraine avec le nom de tous les compagnons de la France libre à Montpellier. Nous n'avons pas de compagnons de la France libre à Montpellier, de Montpelliérains, pour des raisons diverses. Mais ils ont été l'honneur d'un pays dans des temps difficiles. Donc il y aura dans un espace de mémoire qu'on va définir une croix de Lorraine avec chacun des noms. Et nous, on fera ce travail, et ce sera Michael, qui est évidemment tout désigné, pour faire connaître les Justes de France, enfin des Justes parmi les nations, à Montpellier. Et on essaiera de raconter leur trajectoire, leur histoire. Et ce qui va nous surprendre, c'est leur immense humilité après la guerre. Leur immense humilité après la guerre. Et quand tu as collecté des témoignages de certains, je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai fait que... Voilà. Eh bien, excusez-moi, mais ça, c'est quand même, dans le blabla médiatique, c'est toujours une leçon qu'il faut savoir entendre. Je n'ai fait que mon devoir. C'était normal. C'est incroyable, alors qu'on sait combien ils ont sauvé des vies. Camille Ernst, secrétaire général de la préfecture, et il y avait Maurice Papon à Bordeaux. Et l'honneur de Montpellier, c'est qu'il y a un square qui porte son nom et que la cour de la préfecture de l'Hérault, chaque fois qu'on accueille le nouveau préfet, on lui dit qui était Camille Ernst, à bon entendeur. Merci beaucoup, Michael Delafosse. On va remercier Roger Torgman, Michael Ankou, Jean-Louis Gély, et vous inviter évidemment à dédicacer, à acheter ce Juif d'Occitanie, une histoire méconnue, ce magazine Midi Libre en partenariat avec la CIM. Je vous invite également à retrouver cette conférence sur midilibre.fr et un article dans Midi Libre sous la plume de Frédéric Maillet, qui est dans la salle et qu'on connaît bien ici. Merci Frédéric Maillet. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.